Alors, mesdames et messieurs, notre invité formé à Valenciennes a grandement contribué à ramener la Ligue 1 à Manchester. Sa sympathie et sa combativité en ont fait un chouchou du public dans les années 90. Aujourd'hui, il continue de régaler, mais cette fois dans son restaurant à Cannes. Merci d'accueillir ce soir Wilfried Goel. Eh ben, merci à Bonsoir, vous. bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs. Et j'ai vu notamment que vous parliez du fait qu'à l'époque, dans la formation, il y avait des corvées imposées aux joueurs formés. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter votre formation au centre de formation de Valenciennes? Et puis la formation, évidemment, c'était beaucoup plus contraignant qu'actuellement. Enfin, pour moi, c'était pas contraignant puisque c'était naturel, je dirais. Et ben effectivement, on devait faire quelques corvées pour que nos exemples, c'est-à-dire nos maîtres à jouer, c'est-à-dire les pros, eh ben, puissent s'entraîner et jouer dans des conditions maximales. Donc, quand il y avait de l'eau, ben, avec les bancs, on raclait l'eau, avec tout ce qu'on avait sous la main. La neige, c'est pareil. Et puis, pour avoir un petit peu d'argent aussi au sein du club qui n'était pas riche, eh ben, on vendait des porte-clés, on vendait des autocollants, on vendait des abonnements, on vendait des calendriers. J'ai tout vendu. J'ai tout vendu à Valenciennes. J'ai fait le marchand de tapis, oui. Mais quelque part, c'est ce qui a créé aussi cette ambiance entre potes, parce qu'on se déplaçait à 2-3, on tapait à chaque porte, et puis il y avait une cohésion avec justement les Valenciennois qui voyaient des jeunes récupérer de l'argent pour qu'ils puissent s'en sortir. Mais on va revenir à quelque chose de bien plus intéressant maintenant que tout le monde est là. On a Monsieur Goel qui nous parlait de son premier match, de son premier but. Monsieur Goel, ça fait un petit peu trop. Je préfère Wilfried, franchement, sincèrement. On est un comité restreint entre potes de foot du foot. Je pense que le Monsieur Goel est de trop. Hein, je préfère Will. Bon bah, Will voilà. Nous parlait de son premier but et on a tous rêvé de marquer un jour, que ce soit à Ningesser, que ce soit au Stade du Hainaut pour les plus jeunes d'entre nous qui ont peut-être connu que V en Ligue 2, quelle tristesse. Et on peut se dire, mais comment on fait dans ces moments-là pour pas prendre la grosse tête, pour garder les pieds sur terre et se dire que finalement c'est que le début, il faut continuer de travailler. Donnez-nous tous vos secrets, on veut tout savoir. Des secrets, après je pense que pour ce genre de choses, il faut déjà avoir une éducation appropriée. Moi, j'ai eu des parents qui ont travaillé dur pour pouvoir m'accorder la possibilité de jouer et de m'expatrier à 500 km de Valenciennes. Donc, ils m'ont appris les vraies valeurs de la vie et puis et je les ai écoutées. Et j'ai bien compris que un franc à l'époque était un franc et que quand il était dur à gagner, il fallait pas le gaspiller. Donc j'ai eu plein de belles choses et une éducation de la part de mes parents qui a été franchement exemplaire. Voilà. Ensuite, quand on débute et qu'on arrive effectivement à avoir la chance de marquer et d'intégrer un groupe professionnel et qu'on a Monsieur Daniel Leclerc en tant qu'entraîneur, vous ne pouvez pas vous enflammer parce qu'il a l'autorité de vous remettre pile poil à votre place très 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 rapidement et très aisément. Daniel était quelqu'un d'extraordinaire, mais c'était quelqu'un avec une grande humilité et il était hors de question de s'afficher différemment des autres quand on avait marqué un but parce qu'il savait nous remettre à notre place très vite. Voilà. Et justement, cette humilité, ça a dû être dur et compliqué de la garder quand on pense à ce fameux but à Bollard contre le PSG en Coupe de France, vous marquez contre Joël Batz. Il me semble d'ailleurs que c'est votre premier but. C'était le premier but reconnu. D'accord. Parce que ça faisait quelques temps que j'étais déjà dans l'équipe et que je jouais pas mal de matchs de championnat. Mais c'était le premier but médiatique en fait. Et à partir du moment où vous êtes sain d'esprit, de corps et d'esprit, c'est pas compliqué de garder la tête froide. Franchement, hein. Moi, effectivement, là où je comprenais pas, c'est quand je côtoyais des énergumènes qui avaient fait 3 matchs en pro et qui se prenaient pour des Zinedine Zidane. Et aujourd'hui encore, j'en croise et j'en croiserai et je vais en croiser encore. J'en ai croisé, j'en croise et j'en croiserai encore. Mais ceux-là, généralement, ne vont pas très très loin. En tout cas, je l'espère. J'espère qu'il y a toujours une justice, la justice de la vie, qui fait que les gens qui se prennent au-dessus de ce qu'ils ne sont, généralement, à un moment donné, ils rechutent et la chute est très très dure. Voilà.
Donc le football, c'est une très très belle chose, on est connu et reconnu, mais il faut savoir que ce n'est qu'un sport. Et c'est pas parce que nous sommes footballeurs que nous sommes supérieurs aux autres, certainement pas. Et au contraire, on donne du plaisir aux autres et il faut savoir les remercier parce que eux payent leur place pour venir nous voir. Mais justement, d'autant plus que ça a inauguré, on va dire, un parcours, on va dire, de légende à l'échelle de Valenciennes en Coupe de France, puisqu'il me semble que vous gagnez à Toulon en 16e au tir au but, ouais. que ensuite vous vous inclinez en 8e 4-3 contre un grand Saint-Etienne. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette épopée? C'était une épopée géniale parce qu'en plus, on avait débuté donc effectivement par ce match de Paris à Bollaert avec une équipe très jeune parce que la Ligue n'avait pas accepté la demande de Georges Perroche de déplacer ce match d'une journée parce qu'on avait un match très important pour la montée en L1 avec l'équipe première. Et la Ligue n'avait pas voulu, enfin la Fédé en l'occurrence, puisque c'est la Coupe de France, la Fédé n'avait pas voulu, donc il avait dit qu'il mettrait une majorité de jeunes. C'est ce qu'il a fait et il avait une petite idée derrière la tête parce que il n'a pas mis n'importe qui, il a mis les meilleurs jeunes et on a réussi ce coup d'éclat et là s'est formé un groupe génial et que l'on a réussi à préserver jusqu'en quart de finale contre Saint-Etienne effectivement. Et on a vu contre Toulon qui était une Ligue 1 qu'on avait encore les dents bien acérées et que le match du PSG n'était pas qu'une petite virgule. On a affirmé notre valeur, on a affirmé notre pouvoir de vaincre et on a réussi à préserver le score et à gagner au penalty contre Toulon. Voilà. Donc, et je marque le dernier en plus. Oui, j'avais été très content parce que j'avais marqué le dernier penalty, qui pourtant n'est pas mon fort. Hein. Voilà. Et malheureusement, contre Saint-Etienne, on a failli encore faire l'exploit. Ça s'est joué sur des petits détails. Et là, sur les petits détails, la Ligue 1 de Saint-Etienne avait été plus forte que nous. Parce qu'en plus, je crois que sur ce match-là, j'en suis sûr, on perd notre gardien Jean-Pierre Tempé qui se blesse et qui, je crois, se casse le tibia péroné et qui met fin à sa carrière. Et c'est David Régis qui finit dans les buts. Alors, imaginez le scénario. Quoique il n'avait pas été ridicule, il a été pas mal, le vieux. Et justement, quand on parle de D1, il y a surtout la fameuse remontée de 92. Ah, ça, extraordinaire, parce que bon, on fait une année de championnat tip-top, je crois, avec Angers en élément direct. On se bat avec Angers pour la première place et on arrive à gagner la possibilité de la montée directe, le dernier match contre Beauvais. Et là, le top du top, parce que toute une ville était à l'attente de ce résultat, à l'attente de cette remontée. Et on a fait la fête toute la nuit et toute la ville était en effervescence. Et je me rappelle des saluts qu'on avait fait à l'hôtel de ville, sur les balcons de l'hôtel de ville, qui a été un des plus beaux moments de ma carrière. Comment expliquez-vous que vous êtes devenu le chouchou du public? Déjà, j'avais un look un peu particulier. On va pas revenir sur ma coupe à la Waddle, parce que sinon je vous prends un par un et je vous allume. Hein, là, je vous critique sur vos cheveux, parce que là, j'en ai vu un qui avait des lunettes, qui n'en avait plus beaucoup de cheveux. Hein, voilà. ça c'est dit. Mais pourquoi le bel chouchou? Parce que je suis quelqu'un de nature, parce que j'étais issu du centre de formation, parce que j'étais jeune, j'avais les cheveux longs, j'étais blond quand je sortais. Alors pas blond, pas péjoratif, hein, les gars, non plus. Hein. Je sortais des vestiaires après les matchs, et je consacrais un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure s'il le fallait pour signer 1, 2, 5, 10 autographes. Je prenais le temps de discuter. Je prenais le temps d'échanger. Je suis quelqu'un qui est relativement joyeux, qui a toujours le sourire, qui fait jamais la gueule, parce que j'aime la vie, parce que j'aime les gens, j'aime les choses. Donc à partir du moment où on dégage un côté positif, et les gens s'identifient, les gens s'approprient. Et j'étais très fier d'être le chouchou de Nagesser, parce que
Je sais que dans le Nord, ce sont des gens sincères, des gens vrais. J'ai été marié 25 ans avec une nordiste, hein, donc je sais ce que c'est. Et je connais bien, hein, les dimanches à la maison à boire de la bière avec le gâteau sur la table, je connais. Je connais parfait. Et j'ai apprécié ça pendant des années. Et justement, cette bonne humeur, comment vous avez fait pour la garder? Parce que j'adore Valenciennes, hein, c'est mon club et tout, mais il faut quand même avouer qu'il a parfois un peu la loose dans la peau. Je vais un peu retracer pour ceux qui ne se souviennent pas, mais la saison 89-90, on rate la montée à la différence de but car Rennes met un but dans les 10 dernières minutes de son match. On bat Nîmes en pré-barrage et ensuite on perd contre Strasbourg en barrage. Exact. Pareil, en 90-91, on va en barrage et cette fois-ci on perd contre Lens. Comment le groupe l'a vécu et comment vous avez fait pour vous relever de grosses déceptions? Ouais. Et là, je me rappelle, c'était vraiment des grosses déceptions. Ouais. C'est vrai que buter sur la dernière marche, surtout qu'on avait fait des saisons relativement costauds, hein, toujours avec nos moyens, parce qu'on n'avait pas le plus gros budget non plus. Ça a été compliqué. Après, c'est effectivement le discours de l'entraîneur Georges Perroche. Ensuite, ça avait été, je crois, Smereki. Qui avait pris le flambeau et qui a su aussi nous parler correctement, nous donner les bons arguments, nous donner les bons mots et tirer le meilleur de chacun pour nous hisser à notre plus haute valeur et puis pour un moment que ça paye parce que bon, ça a payé au bout de 3 ans. Donc quelque part, je crois qu'il faut avoir un mental. Le mental, on l'avait. Moi, c'est ce que je dis à tous mes jeunes à Cannes ou ailleurs. Hein. Je dis, si vous n'avez pas le mental, c'est pas possible de vous embarquer dans du sport de haut niveau parce que vous n'y arriverez pas. Je n'ai pas toujours été le meilleur joueur du monde et j'ai vu des potes à moi qui étaient 10 fois meilleurs que moi techniquement, tactiquement, physiquement. Mais par contre, au niveau mental, c'est-à-dire l'envie de gagner, aller jusqu'au bout, faire les efforts multipliés par 10, enfin se démultiplier, pour ça j'étais champion du monde. Ça, je pouvais. Moi, il y a un mec de 2 mètres en face de moi qui fait 1m90, 1m90 2 mètres, qui fait 110 kilos. S'il faut que je rentre dedans, je rentrerai dedans et je serai le premier. Parce que je sais qu'à un moment donné, il en prendra une, j'en prendrai peut-être 15 derrière, mais il en prendra au moins une de ma part. Et je suis pas le mec à baisser la culotte. Et c'est ce qui a fait la différence par moment dans ma carrière de football. Mais du coup, quitte à parler de football, autant parler de moments joyeux. 92, c'est la remontée. Ouais. Et bon, bien sûr, 92-93, est-ce que la descente VOM, et je pense qu'à un moment, il va falloir en parler, hein, ouais. Parce que bon, encore une fois, j'ai pas connu, mais j'en ai entendu parler. Donc, on va parler des sujets qui fâchent. Bourruchaga et Robert, votre avis, on veut tout savoir. Alors, l'année 92-93, la L1, on avait comme président Michel Poincasse, qui connaissait un peu le football, mais qui voulait faire de Valenciennes un club de L1, Ligue des Champions en 2 ans. Et je crois que c'est ce qui nous a fait défaut. Il s'est cru plus beau qu'il n'était. Et le choix dans ses recrues, comme Bourruchaga, qui était champion du monde, Christophe Robert, qui était dans une des meilleures équipes de France, le FC Nantes, Kalman Kovacs, qui venait d'Auxerre, enfin bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Fernier, qui venait de Bordeaux, des grands joueurs comme ça, mais qui viennent dans une petite équipe comme Valenciennes, face à une tribune de fer, et des mecs qui vous attendent pour signer des autographes et boire une bière avec vous, ils n'ont pas adhéré. Et ça pouvait pas fonctionner. Ça pouvait pas fonctionner, même vis-à-vis de nous, les jeunes, quand on a vu arriver les 5-6 professionnels qui venaient de grandes équipes. Le discours n'était pas du tout le même. Moi, mon club, c'était un club famille, c'était mes potes, c'était des amis, Et là, on a basculé du jour au lendemain dans une équipe famille, dans un club famille, un club qui voulait jouer la Ligue des Champions, mais c'est pas comme ça que ça se travaille. Il y a des étapes, et là, il a brûlé les étapes. Et la preuve, c'est que non seulement la mayonnaise n'a pas prise, mais il y a eu ce fameux match tordu et qui malheureusement a été dévoilé devant tout le monde. Et si vous voulez, ce qui s'est passé et l'acceptation de Bourruchaga et Robert ne m'étonne absolument pas. Parce que ils venaient ici à Valenciennes non pas pour gagner ni faire quoi que ce soit, ils venaient là, enfin non pas pour gagner des titres, mais pour gagner de l'argent. Voilà. Que notre maillot soit rouge, soit vert, soit bleu, soit orange,
À la fin de l'année, je suis certain qu'ils s'en souvenaient même pas. Donc c'est ça qui m'a gêné dans ces recrues. Il aurait peut-être fallu faire des recrues beaucoup plus intelligentes dans le coin, à Dunkerque, à Lens ou à Maubeuge. Je suis certain qu'il y avait des très très bons joueurs à Maubeuge et éventuellement 2-3 joueurs qui ont évolué en Ligue 1 mais qui savaient donner de la sueur. Et là, on aurait pu faire quelque chose. Et là, la mayonnaise aurait pu prendre. Mais là, c'était voué à l'échec. Voilà. Et la preuve, c'est que ça a été un échec, malheureusement. Mais voilà. Moi, j'ai une question un peu, enfin, qui m'a toujours tracassé quand je pensais à l'affaire VOM. Et toi qui l'as connu, enfin, tu as connu le match de l'intérieur. Est-ce que avant les révélations, tu sentais qu'il y avait quelque chose d'étrange dans ce match, ou est-ce que tu t'en es pas rendu compte sur le fait? Absolument pas. On s'est rendu compte de rien. Moi, je me suis rendu compte de quelque chose quand j'étais sur le terrain et que notre bel ami et super copain Christophe Robert, que je ne salue pas d'ailleurs, a commencé à faire son cinéma sur le côté droit quand un Marseillais l'effleure de l'épaule. Et là, je vois qu'il touche sa jambe comme si on lui avait fait un attentat au niveau de sa rotule. Et là, je vois qu'il sort sur civière. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce... Et là, je me pose une question. Je dis, mais putain, il n'a pas envie de jouer. Vraiment, je me suis posé une question. Mais à 10 000 lieues de savoir ce qui se passait, ce qui allait se passer derrière. Et arrive la mi-temps, et là, on commence à avoir un peu de retard. Il y a des discussions, tapis, machin, ceci, cela. On se dit, il s'est passé quelque chose, il y a quelque chose, mais personne ne sait quoi. Et personne ne dit rien. Et on l'a su qu'après le match, où là, effectivement, on a su qu'il y avait eu corruption et que Bourruchaga et Robert avaient été approchés et avaient encaissé de l'argent pour déjouer ce match. Donc voilà. Voilà. Et alors, je vais continuer pour la petite histoire. Donc, bien évidemment, tout se sait. Vous avez été au courant de tout ce qui s'est passé. Et le lundi, donc ça c'était le samedi soir. Donc le dimanche, décrassage. Ni Robert ni Bourruchaga ne sont là. On fait le décrassage. Là, on sait tout. Il se passe plein de choses. Putain, les salopards. Enfin bref, c'est des noms d'oiseaux qui arrivent. Et le lundi matin, Coincas réunit tout le staff, les joueurs, le staff technique de la L1 et les entraîneurs. Et là, il met carte sur table. Et là, il y avait Robert et Bourruchaga, les deux, qui étaient fautifs. Et Coincas nous expose de la façon suivante. Voilà, il s'est passé ça. Robert et Bourruchaga s'excusent. La preuve, ils l'ont fait, donc ils s'excusent. Et Coincas nous dit je suis le premier à vouloir réintégrer Robert et Bourruchaga parce qu'ils ont soif de revanche. Et ils veulent, et moi je veux que ces deux joueurs-là finissent les 2 matchs qui nous restent à jouer de championnat pour essayer de se sauver et se maintenir en L1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit un inconvénient? Et il pose la question à tout le monde, à toute la salle. Et là, pas un se lève. Pas un ancien se lève. Et là, j'ai les boules. Là, parce que moi, j'avais 21 ans, 22 ans. Et là, je suis le seul sur le cul à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces trous du cul qui se lèvent pas? Parce que moi, ces 2 joueurs-là, il est hors de question que je joue avec eux. Et là, je me lève, je dis, monsieur Coincas, tout jeune que je suis, j'ai un avis différent. Je dis, moi, si ces 2 joueurs-là, et là, je vous regarde en face, et là, je me rappelle les avoir bien regardés en face, je ne jouerai ni avec toi, ni avec toi, en parlant de Robert et Bourruchaga. Je dis, parce que moi, je me suis levé le cul depuis 7 ans dans ce club pour le faire monter en L1. Et vous, dans les 3 derniers matchs où on peut encore se sauver, vous nous faites défaut, vous préférez prendre de l'argent plutôt que de vous lever le cul pour sauver le club. Je dis, moi, il y a hors de question que je joue avec vous. Donc, soit, si vous jouez, moi, je ne jouerai pas, monsieur Coincas, vous pouvez me sanctionner, il n'y a aucun souci. Et derrière, il y en a 1, 2, 5, il y en a plein qui m'ont suivi, heureusement. Mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est que les anciens n'avaient pas réagi. Et c'est un jeune de 21 ans qui a dû réagir face à ça. Et ça, je l'ai encore en travers de la gorge. Oh putain, je suis sévère. Hein. Là, je suis chaud bouillant. Là, envoyez les questions, je suis chaud bouillant. Par contre, un joueur qui a été un peu plus embêté, et lui, par contre, je pense que tu et nous allons le saluer, monsieur Jacques Glassman. Il a été traité de balance après ce match-là, on voudrait ton avis finalement sur son destin, parce que c'est ce que tu disais, lui finalement il a eu des valeurs, c'est-à-dire qu'il n'a pas accepté cette corruption, il n'a pas accepté que l'argent passe au-dessus du sport, et finalement ça lui a été reproché sur beaucoup de terrains la saison d'après,
Qu'en penses-tu? Enfin, ce que j'en ton avis pense, là-dessus? bien évidemment que c'est malheureux, bien évidemment que c'est scandaleux ce qui s'est passé les mois et les années après, parce on lui en a voulu pendant des mois et des mois. Il a été harcelé de toutes parts comme étant effectivement quelqu'un Une qui a balance invendue, ouais. une balance, voilà, chercher une balance. Mais ça, bien évidemment, je le condamne absolument. Après, quand vous avez affaire à des Marseillais, vous savez, moi je connais un peu les Marseillais parce que j'habite pas très très loin et j'en connais pas mal des supporters des vrais. Ce sont des vrais, comme on dit, ce sont des vrais boucans. Hein. Ce sont des hardus, et quand on touche à l'OM, bien évidemment, même si ils ont tort, ils vont le défendre. Hein. Ce sont des hardus. Donc là, effectivement, l'OM, toucher l'OM, Glassman, balance, et ben c'est lui qui a tout pris. Voilà. Après, si je devais avoir un reproche à faire à Jacques, mais il me semble lui avoir dit déjà, c'est qu'il n'ait pas éteint le feu le soir quand il était avec Jean-Jacques Edeli au téléphone, et Christophe et Bourruchaga à côté de lui. Pourquoi n'a-t-il pas dit, après c'est avec du recul, c'est avec mes mots, je ne l'ai pas vécu, donc il faut prendre ça avec délicatesse, que je veux dire. Mais pourquoi le soir même n'a-t-il pas dit à Bourruchaga et à Robert, on dit non, on ne réfléchit pas, parce que je sais que le soir ils ont dit bon on se donne une réflexion, on en parle le lendemain matin. Non, c'est soit tu es droit, soit tu es une merde. Si tu es droit, tu dis le soir même, j'ai hors de question que j'accepte ça. Et s'il avait eu de responsabilité de capitaine qu'il était à l'époque, il aurait dû dire, si toi Bourruchaga tu acceptes, et si toi Robert, je vous dénonce et je vous démonte. Et là, rien ne se passe. Et là, Robert et Bourruchaga n'acceptent pas le lendemain. Donc je pense qu'il aurait dû être beaucoup plus vigilant le soir même, et beaucoup plus carré. Après, c'est vrai que recevoir un coup de téléphone de la part de Tapi, de Bernès et de son pote Jean-Jacques Edeli, ça peut être déstabilisant. Effectivement, je peux le comprendre. Mais moi, je pense que j'aurais réagi de cette manière. J'ai dit, allez vous faire tous enculer. Si j'entends quoi que ce soit, je vous démonte tous. Voilà. Je pense que j'aurais réagi comme ça. Je connais mon tempérament. Je sais comment j'étais fait. Et à l'époque, j'étais beaucoup plus virulent que je ne suis maintenant. Je pense que c'est comme ça que j'aurais réagi. Et je pense que Bourruchaga et Robert n'auraient pas essayé de faire quoi que ce soit parce qu'ils savaient que derrière, ils étaient morts. Voilà. En vous écoutant, je peux pas m'empêcher de penser à un autre joueur. Quand vous parlez justement de l'état d'esprit, du fait que c'était une bande de potes, mais que sur le terrain, vous lâchiez rien, vous mettiez des coups. Mais quand lors bah oui, exactement, Steve Savidan. Est-ce que moi, je sais pas, mes collègues, ce que vous en pensez, mais quand j'entends ça, je pense directement à Steve Savidan et à l'équipe de l'ancienne de l'époque. Ah oui. C'est deux idoles de deux époques différentes. Mais voilà, si on a été l'idole, c'est parce que justement, Steve est lui-même. Steve, il prend pas de gants pour vous dire merde. S'il a envie de vous dire merde, vous dire merde. S'il a envie de vous dire merde, il vous dira merde. Et moi, si j'ai envie de vous dire merde, je vous dirai merde aussi. Et c'est quelque part, c'est quelque part ce que les gens aiment, c'est-à-dire la simplicité, la correction. Si vous êtes correct avec moi, je serai super correct avec vous. Si moi vous m'invitez, demain je vous inviterai. C'est une évidence, c'est aussi simple que ça. Et Steve a ce caractère de personne, et là je parle pas de joueurs, mais je parle de mecs, d'hommes, qui me ressemblent et que j'aime. J'aime la simplicité, j'aime les gens simples, j'aime les gens qui sont discrets, qui sont cohérents, qui sont propres, qui quand ils disent quelque chose le font, et ne commencent pas à vous tartiner du pain beurre avec de la confiture de fraises rien que pour vous amadouer. Pour moi, ça non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, il y a des règles, voilà. Le respect de chacun, et quand il y a du respect de chacun, on arrive à tout. Et j'avais peut-être une petite question juste pour revenir. Enfin, tu nous disais que tu revenais souvent à Valenciennes vis-à-vis de ta belle famille, etc. Ouais. Et t'as réussi à bien rebondir dans ta carrière après l'affaire VOM. Et justement, est-ce qu'il n'y avait pas peut-être pour les supporters qui n'avaient pas beaucoup de recul, un peu de ressentiment vis-à-vis de toi, du fait que
t'es parti au moment de la descente, même si j'imagine que t'es pas parti que pour ça, mais t'as voulu préserver ta carrière. Mais est-ce que les supporters qui avaient moins de recul, t'as senti un peu de ressentiment? Mais alors aucun. Au contraire, je pense qu'ils l'ont compris, ils l'ont bien compris. J'avais quand même évolué au club pendant 8 années, hein, donc c'est pas rien. Et quand j'ai signé à Strasbourg au mois de quelques mois auparavant, on était encore en L1, on devait rester en L1. Donc je partais pas du club quand j'ai signé à Strasbourg, en laissant le club au plus bas. Donc c'était pas une décision, même si Valenciennes devait rester en L1, je serais parti quand même parce que je pense qu'il était temps que je parte. Voilà. C'était vraiment parce que ça faisait 8 ans à Valenciennes, et quand on est à 8 ans dans un club et qu'on a peut-être envie à 22, 23 ans de voir autre chose, ben voilà, c'est le moment. C'était le moment. Donc ils m'en ont absolument pas voulu, au contraire, ils m'ont souhaité bonne chance, et je me rappelle avoir joué un match de Coupe de France, il me semble, contre Valenciennes, à Valenciennes, avec Strasbourg, où j'avais été accueilli, je crois que c'était l'année d'après, où j'avais été accueilli, mais alors magnifiquement bien, quoi. Comme un roi. Ah ouais, génial. Pour revenir à l'après, il y a eu la Chine, vous étiez le 2e joueur français à avoir joué en Chine. Et je me doute que c'était pas comme maintenant la Chine, je pense, en termes de finances, etc. Je gagnais très très bien ma vie, par contre. Ouais, je gagnais très bien ma vie. Là, on est en comité. Enfin non, je viens de vous le dire, mais bon, je gagnais. Alors je vais vous dire, je gagnais plus de $30,000 par mois. Ouais. Ah oui. Okay. Donc c'était quand même beaucoup d'argent, et c'était énorme, comme je n'avais jamais réussi à avoir quand j'étais en France. Et donc, on a une petite tradition à chaque fois pour clôturer nos interviews. On demande aux personnes de nous raconter une anecdote qui les a marquées lors de leur passage à Valenciennes, un moment de vie dont ils se souviennent et qu'ils aimeraient partager avec les supporters. Valenciennes, une anecdote à Valenciennes. Si, c'est une petite anecdote sympa. C'était sous l'ère de. Je jouais pas encore en pro, j'étais apprenti. Donc ça remonte, 86. Et il y avait Moustapha Méry. Mousse Méry. Vous vous souvenez de Moustapha Méry ou pas? Non. Moi, ça ne dit rien comme ça. Alors, le frère de Méry Crimo. Vous ne connaissez pas non plus? Bah, bravo. Non plus. Alors, Moustapha Méry, c'était un joueur métis de l'équipe première de Valenciennes, qui à l'époque était un très 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 bon joueur technicien, qui était un petit peu le fer de lance, qui était le capitaine de l'équipe d'ailleurs, et qui avait eu les premières chaussures Nike de football, parce que Nike ne faisait pas de football à l'époque, et Nike a commencé à diffuser ses chaussures de foot en 86. Elles étaient noires avec une bande jaune. Et Moustapha Méry les a reçues en primeur et m'a choisi moi pour casser ses chaussures à l'entraînement, pour qu'ils aient la capacité de pouvoir bien s'entraîner et de ne pas se faire mal aux pieds. Et comble de chance, quand il les a mises pour la première fois, une fois que je lui avais cassé, il avait marqué un but. Il avait été buteur ce soir-là. Voilà. C'est les donc comme quoi, Noël. Voilà. J'étais super fier que Mousse me donne ses chaussures à l'entraînement. Alors je me suis fait mal aux pieds, hein, parce que c'est vrai que les premières chaussures Nike, c'était pas ce qu'il y a maintenant. Hein. C'était de la corne de bœuf. Hein. C'était quelque chose. Hein. C'était pas la chaussure qui se faisait au pied, c'est le pied qui se faisait à la chaussure. Et quelque part, j'étais super fier que Mousse me demande ça. Voilà. Aujourd'hui, il va demander à un mec de casser ses chaussures, il t'envoie chier, il te crache dessus. Voilà.